Oumniobé avait coutume d'affirmer « L'indépendance passe avant le pain journalier ». L'UPC, disait-il, l'obtiendrait non par les armes, mais dans le calme et dans le cadre de la Charte des Nations Unies. La lutte armée, poursuivait-il, a été menée une fois pour toutes par les Camerounais qui ont largement contribué à la défaite du fascisme allemand. Les libertés fondamentales et l'indépendance, enseignait-il au cadre de l'UPC, ne sont plus des choses à conquérir par la lutte armée. Une fois l'indépendance obtenue, il ne s'agirait pas de chasser les Blancs. Ils resteront ici, contractuels, professeurs et autres. Je reconnais que nous aurons encore besoin de conseillers, mais le gouvernement sera camerounais. Cet homme qui commença sa vie professionnelle comme enseignant du primaire avait su garder tout au long de sa vie le sens de la pédagogie. Orateur de grand talent, s'exprimant couramment tant en Bassa qu'en Ewondo, Boulou, Pidgin. Il avait retenu de sa formation auprès des missions chrétiennes une profonde mesure de prédicateur. Ses discours politiques constituent autant de prédications marquées par la morale, par la quête du sens de l'existence et de la liberté. La grand-mère politique de cet agitateur marxiste, puis ses intuitions dans les énoncés publics du bien et du mal, de la justice et de l'injustice. De ses origines, Oumniobé conserve une sorte de rationalité paysanne. Sa réflexion naît avant tout d'une pratique. Lorsqu'il utilise des concepts, c'est pour en dégager tout de suite les implications sur la vie quotidienne. Il s'attache à mettre en évidence des évidences. Ainsi, de la vocation de l'homme en général à la liberté et donc à l'indépendance dans le contexte colonial. De la même manière et partant d'un raisonnement au ras du sol, il accumule sans cesse les menus faits quotidiens, les analyse dans le détail, puis les relie entre eux en se posant la question de savoir s'ils contribuent à la lutte pour l'indépendance et la réunification, ou au contraire font obstacle à leur avènement. Ces deux paramètres premiers guident chaque étape de sa réflexion et de son action. Oumniobé, formé au syndicalisme, utilise la pédagogie du voir, juger, agir. Mais, avant de se lancer dans le combat à haut risque que constitua la lutte pour l'indépendance, il bâtit l'infrastructure qui devait supporter celui-ci. L'UPC fut une section camerounaise du RDA, dont Oumniobé lui-même assurait l'une des vice-présidences. Ses prises de position lors des événements de Côte d'Ivoire en 1950 démontrent le lien qu'il fit entre la lutte au Cameroun et le sort de l'ensemble des autres pays d'Afrique sous domination coloniale. Dans une circulaire du 7 février 1950, adressée à tous les comités et sections de l'UPC, il rapporte ainsi les événements. Les détenus du Grand Bassam ont mené la grève de la faim pendant 17 jours et ne l'ont cessé que sous l'ordre du comité directeur du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire et du comité de coordination du RDA. La population africaine n'achète pas des marchandises importées. C'est une forme de lutte qui a montré aux colonialistes que les Africains pouvaient lutter efficacement contre la politique de répression. La grève des achats menée par le peuple de la Côte d'Ivoire a porté un coup sensible au chiffre d'affaires du gros commerce. Les femmes sont allées manifester à Grand Bassam le 24 décembre, la plupart faisant plus de 40 km à pied pour réclamer la libération des emprisonnés. Il y eut des violences et des arrestations, mais le mouvement des femmes montra aux colonialistes que la police armée et les violences étaient inférieures à la volonté d'un peuple qui lutte pour la liberté. Dans ce contexte, les causes injustes étaient appelées à être détruites naturellement, parce que non conformes à l'ordre naturel lui-même juste, et quelle que fût par ailleurs la durée de l'attente.
Il semblait en être ainsi du colonialisme. Dans la hiérarchie des forces en lutte contre le colonialisme, cette morale lui semblait être au-dessus de toutes les autres. La notion d'intégrité morale, ressort vital et principe d'action, permit à Nyobe de réconcilier la formation chrétienne et la cosmogonie traditionnelle dont il était tributaire. Son passage dans les cercles d'études sociales semble surtout avoir eu pour résultat un accroissement de ses capacités d'organisateur et l'acquisition d'une méthode rigoureuse de travail et d'analyse. Sa philosophie de l'existence est restée, quant à elle, marquée par son étude traditionnelle et celle chrétienne. Dans la religion de son père, des luttes cosmogoniques opposent sans cesse l'homme aux forces de la nuit et de l'invisible. Mais l'acteur social, protagoniste des dites luttes, peut se rendre invulnérable face aux forces de l'adversité pour autant qu'il est innocent et se maintient dans la droiture, l'honnêteté, la justice et l'intégrité morale. Il fit ainsi du patriotisme, de la probité morale et de l'honnêteté politique les garanties suprêmes de la victoire de ceux qui luttent pour la juste cause. Jusqu'en avril 1955, il pensait encore qu'il était possible d'arriver à l'indépendance sans verser une seule goutte de sang. Mais la démarche de se traduit aussi par la mise sur pied de structures concrètes capables d'incarner dans la réalité le sacrement de l'indépendance, dont les signes et les rites sont représentés par le nouvel État indépendant et la grâce par la conservation des conditions faites à l'homme et à sa société. Il n'est pas exagéré d'affirmer que dans l'imaginaire des hommes et des femmes de son époque, l'indépendance prit les contours d'une terre promise. Cependant, elle devait être conquise sans retour à la violence des armes. Ne fut pas loin de penser que le recours à la violence, tant par l'oppresseur que par l'opprimé, constituait un aveu d'impuissance. Il était une sorte de souillure qui altérait la justice de la cause défendue. Dans cette perspective, une cause juste n'avait pas besoin de violence pour triompher. Elle devait triompher presque d'elle-même parce qu'elle était juste. La notion de vérité politique chez Nyobe se confond ainsi avec celle de la juste cause, car, affirmait-il, seule la vérité finit par triompher. De ses considérations et de son analyse sur la situation coloniale au Cameroun à cette époque, il semble avoir pensé que le colonialisme ne recourait à la violence que lorsqu'il n'était pas parvenu à briser ceux qui lui résistent par la corruption et le chantage. Mais lorsqu'il parvenait à désagréger la force morale de ceux qui lui résistent à travers des méthodes de corruption, alors il pouvait se priver de l'usage d'une inutile violence. Les autorités coloniales s'attaquent au RDC, écrit-il en 1950, à ce qui est le plus cher à l'Afrique noire, parce qu'elle n'arrive plus à briser par la corruption et le chantage la marche des peuples africains vers le bonheur et le progrès. Comment dès lors esquiver la violence coloniale en se maintenant dans l'intégrité morale? Nyobe crut résoudre ce dilemme en entrant dans le maquis pour y organiser des zones libérées. Mais il ne le résolut pas, car quel est ce maquisard armé seulement de sa plume et de son porte-document? Il mourut assassiné sans armes sur lui. Dans la stratégie politique, la lutte des peuples africains s'inscrivait elle-même à l'intérieur de celle plus vaste de tous les peuples asservis. Les victoires du peuple vietnamien sèment le découragement dans les milieux impérialistes. Les colonialistes, s'écrit-il, veulent donc diriger toute leur colère sur l'Afrique noire, où ils veulent jouer leur dernière chance. Malgré sa capacité d'analyse et de son pays, du rapport des forces dans le monde,
il déduisit une tactique finalement inadéquate, dictée par sa philosophie de l'existence et sa vision de l'histoire. Pour résister à l'arbitraire et à l'illégalité, estimait-il, les peuples africains doivent faire entendre leur voix et se défendre contre la répression en se mobilisant à travers des réunions, des résolutions, des télégrammes aux assemblées, le dépôt des textes et des pétitions auprès des autorités. Cette relative faiblesse pourrait s'expliquer par le fait qu'en 1950, la pratique de l'UPC est marquée par l'étape de fermentation des consciences qui a cours. En se mettant ensemble et en engageant de petites actions dont ils feront ensuite l'évaluation, les groupes découvriront d'eux-mêmes, pense Oumniobé, les meilleures stratégies correspondant à leur milieu et ajustées aux contraintes objectives. Dans tous les cas, ajoute-t-il, le véritable champ d'action se trouve en Afrique. Il pensait que dans le cadre de la lutte anti-impérialiste en Afrique, le Cameroun doit donner le meilleur exemple, car les cas de provocation que nous avons déjà connus ici montrent bien qu'après la Côte d'Ivoire, c'est notre territoire qui est visé. La lutte que nous mènerons pour marquer notre solidarité avec le pays qui est le berceau du RDA augmentera nos chances de succès et la chance de succès de toute l'Afrique en lutte pour la liberté si nous savons prendre nos responsabilités. Ces responsabilités devaient être prises au sein des couches sociales larges auxquelles l'UPC pourrait servir de point de ralliement. Au terme de sa première audition devant les Nations Unies en 1952, Oumniobé tirait deux conclusions qui guidèrent désormais sa stratégie de capitalisation des ressources politiques, symbolisée par le droit de pétition reconnu au territoire sous tutelle. Les peuples qui luttent pour leur indépendance et qui ont comme le Cameroun le privilège de faire fonctionner la tribune internationale doivent limiter leurs illusions quant aux solutions positives pouvant provenir d'emblée de l'institution internationale. Néanmoins, il y a un intérêt incontestable à aider les Nations Unies dans leur rôle de surveillance sur les territoires non autonomes, notamment les pays sous tutelle, car les autorités administrantes mènent une politique d'obstruction à l'égard même des Nations Unies. C'est ce qui justifie le manque de publications sur les Nations Unies dans les territoires placés sous tutelle de ces dernières. À l'aube de l'année 1954, il a conscience du fait que le chemin vers l'indépendance d'un Cameroun unifié est rendu de plus en plus bref et épineux. Il affirme espérer que la nouvelle année qui commence puisse lui permettre de trouver des lumières nouvelles et fait ainsi sa lecture du système des Nations Unies au regard de la question de l'indépendance des territoires dominés. Mon impression sur les Nations Unies est que la constitution du bloc arabo-asiatique représente, avec le groupe soviétique, les démocraties populaires, un atout sérieux pour les pays non autonomes, notamment les pays sous tutelle. À ce groupe se joint presque toujours la Yougoslavie, dont la position sur les questions coloniales reste bonne. Il y a également quelques pays de l'Amérique latine. Il est donc nécessaire d'utiliser cette occasion. Il ne faut pas oublier que les États-Unis sont en train de travailler pour la dislocation du bloc arabo-asiatique en voulant entraîner le Pakistan et d'autres pays, surtout certains pays du Moyen-Orient, dans des alliances militaires. Espérons que la réaction de l'Inde et de l'Égypte vont contribuer à l'échec de cette manœuvre. Il faut alors, ajoutait-il, être un insensé comme Bissek Guillaume pour se présenter devant une telle assemblée pour déclarer que son pays n'a pas besoin d'indépendance parce qu'il se satisfait de la politique coloniale de la France. Il lui apparaît alors que le critère de sélection et de construction des stratégies au niveau international reste celui du soutien à la lutte pour la fin de la tutelle qui pèse sur les pays asservis. La lecture des relations internationales elles-mêmes est opérée à partir de ce facteur discriminant. À côté des grandes puissances qui dominent la scène mondiale mais qui ne possèdent pas, à proprement parler, de colonies,
à côté des puissances coloniales elles-mêmes. Umniobe perçoit dans l'évolution et les prises de position de la Yougoslavie, de l'Égypte et de l'Inde des indices d'un poids politique spécifique.